Monsieur Nidal Mahmoud Boudour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Moi, ce que je souhaiterais, c'est avant faire un petit rappel de votre parcours tel que vous me l'avez indiqué, et après, je vous laisserai le soin de préciser les points qui vous paraissent les plus importants et aussi de corriger les erreurs que j'aurais pu faire. Donc, vous êtes né à Djibouti. Vous avez fait vos études là-bas et vous avez travaillé comme directeur technique d'IBM. Vous avez été témoin des massacres d'abord au quartier 5, puis à Ariba en 1991, et ça vous a particulièrement choqué. Vous avez décidé de militer en faveur, dans l'opposition, pour rétablir, je dirais, la démocratie à Djibouti. Et là, vous avez commencé à être victime de harcèlement, à tel point que vous avez perdu votre job. Vous avez rejoint le FUOD, et au bout d'un certain temps, vous avez fait le constat que vous ne pouviez pas continuer à vivre à Djibouti sans job et sans appui. Donc vous avez décidé de quitter, de vous exiler, et vous êtes arrivé en France et vous êtes établi à Nantes. Là, vous avez continué à militer dans l'opposition et vous avez participé à la création d'une radio, Radio Nabab, qui émet surtout le samedi, si j'ai bien compris. Alors, depuis l'appel du Bourget que vous avez soutenu, vous militez dans l'opposition. Vous nous direz si vous êtes lié à un parti ou si vous êtes, je dirais, un électron libre, en quelque sorte. Et vous êtes l'un des membres fondateurs de la Charte de transition démocratique. Voilà ce que j'ai noté de votre parcours. N'hésitez pas à apporter des précisions ou à me corriger. À vous la parole. Ramener plutôt des précisions sans vous corriger. Tout ce que vous avez dit est un résumé très honnête, disons, de ce que j'ai fait. Et c'est juste par rapport à ce qui s'est passé à Djibouti. Ce n'est pas dans les années 90 où j'ai vu un peu cette dérive, mais beaucoup plus tôt. Voyez-vous, il y a plein de choses qui s'étaient passées bien avant. On ne se rendait pas trop compte, mais qui m'ont amené assez précocement à voir ce qu'était Djibouti réellement. Je vous donne juste une petite anecdote. Le régime, surtout, de Djibouti. Le régime, absolument. Voilà. Et ça a été dès 1977. Une petite anecdote comme ça en passant, j'avais beaucoup de connaissances qui habitaient Ambouli. Ambouli, à l'époque, qui était un jardin absolument fantastique. Il y avait beaucoup d'agriculteurs, il y avait des dattiers, il y avait des puits qui étaient faits. Et donc tout ça appartenait à des gens, bien entendu. Et puis à un moment donné, juste après l'indépendance, on a vu que Ambouli commençait à se vider de sa population. On ne s'est jamais trop posé cette question-là, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, on a l'impression que c'est occulté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu énormément de gens qui ont été tout simplement volés. On leur a volé leurs terres, on leur a volé leurs maisons, et ce sont des gens qui ont été obligés de quitter Djibouti parce qu'on leur a dit tout simplement qu'ils n'étaient pas djiboutiens, et qui ont été refoulés vers le Yémen, même si à l'époque on ne parlait pas de refoulement. Expropriation donc énorme, et ainsi de suite. Donc voilà, cette conscience-là, je l'avais eue très très tôt, parce que ça m'avait touché. Puis par la suite, donc pris par voilà toute ma vie au niveau de l'école, du lycée, de l'université. Toujours été que c'est dans les années 90 que je reviens à Djibouti pour travailler. Et comme vous l'avez mentionné, j'étais d'abord, je travaillais à la Mobile, j'ai occupé pas mal d'emplois, mais dans le privé, donc Mobile Oil, où on vendait du pétrole, et par la suite, donc, directeur technique à IBM. Et c'est là où j'ai vu que, bon, il y avait le fruit d'armée qui avait commencé.
il y avait eu cette tuerie, ce massacre impuni jusqu'aujourd'hui de tout ce qui était événement du quartier 5. Le massacre par la suite de Al-Hiba, conséquence directe du FRUD, où le système commençait à perdre le terrain au niveau des régions, et donc il y a eu une opération vengeance sur une population innocente qui se trouvait à Al-Hiba, tout simplement. D'accord. Donc là, j'étais déjà dans le FIOD, et j'ai continué donc à militer dans le FIOD, et tout ce que vous avez dit par la suite est vrai, et je me retrouve aujourd'hui, 20 ans après, donc à Nantes. Bon, alors, nous vous allons parler un peu de la charte de transition. Vous en êtes l'un des membres fondateurs. Pourriez-vous nous expliquer finalement à quoi ça sert? Parce que je pense qu'un certain nombre d'internautes se posent la question, une charte de transition c'est bien, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert une charte de transition? Bon, disons que c'est parti d'un constat. Un constat assez simple finalement. On regarde un peu ce qui se passe un peu partout en Afrique, où on a à peu près les mêmes systèmes, les mêmes dirigeants qui essaient de rester ad vitam aeternam, qui s'accrochent donc à leur fauteuil, et des populations pauvres dans des pays plutôt aisés qui auraient dû s'en sortir. La plupart du temps, quand les révoltes arrivent à concrétiser leur lutte, leur combat, il y a une espèce d'impréparation qui fait que malheureusement, la plupart du temps, ça tourne mal. Et on peut évoquer en ce sens plusieurs pays, hein, que ce soit du côté de l'Afrique du Nord, l'Égypte, la Tunisie qui s'en sort pas trop mal encore. Enfin bon, la Libye, on a vu d'un pays stable, on en a fait un pays en guerre. De l'autre côté, on peut encore parler du Tchad, par exemple, juste aujourd'hui, dans cette actualité si brûlante. Donc, voilà, on est parti de ce constat-là. C'est bien de chasser le dictateur, mais il faut préparer. Parce qu'il faut savoir que, voilà, pour Djibouti, pour le cas de Djibouti qui nous intéresse, ça fait plus de 40 ans donc, que l'on a cette dictature. Les gens se sont habitués à cette dictature. Donc autant être prêt. C'est d'anticiper une vacance du pouvoir et d'être capable de gérer cette vacance, cette période de transition, parce qu'on ne pourra pas mettre la démocratie du jour au lendemain, c'est de préparer cette période de transition de façon à ne pas tomber dans l'insécurité, dans la guerre civile même dans certains cas, comme c'est arrivé en Somalie. Oh, tout simplement, et ce n'est pas juste anticiper, mais même provoquer le départ de ce système. Ça va être mon deuxième point. Très bien joué quand même jusqu'à présent, puisqu'il fait toujours passer le président actuel pour le garant de la paix. À savoir que sans ce président, automatiquement le pays ira au chaos. Et il n'y a qu'à voir, nous disent-ils, le cas de la Somalie, le cas du Yémen. Or là, non, on est juste en train de dire à la population que non. Ce qu'il faut savoir, et c'est très très important de le noter, c'est que tous ces dictateurs qui avaient été chassés puis par la suite instauré le chaos, en fait, ils ont suivi le même schéma que actuellement le président est en train de suivre. À savoir que si l'on continue avec lui, automatiquement on aura le chaos. Les mêmes faits donneront exactement les mêmes causes, produisent les mêmes effets. C'est une loi physique. On ne peut pas y échapper. Donc voilà, afin d'échapper à ce chaos, soyons prêts. Et c'est là où la charte est d'être prêt. Bon, maintenant, comme vous le disiez, Guelleh est toujours au pouvoir. Et il y a en plus à Djibouti des forces, je dirais des forces occidentales et chinoises aussi, qui sont positionnées et qui peuvent avoir une influence. Jusqu'à présent, je dois reconnaître que l'opposition n'a certainement pas donné l'image d'une crédibilité
et d'une capacité à assumer justement cette transition. Est-ce que c'est bien le rôle de la charte de montrer, de donner une crédibilité aussi à l'étranger? Alors, d'abord, je ne suis pas tellement d'accord avec votre analyse sur l'opposition à Djibouti. Cette opposition-là, ce n'est pas qu'elle n'a pas été crédible, ce n'est pas qu'elle n'a pas pu donner des signes de crédibilité. Moi, au contraire, je trouve que cette opposition-là est constituée d'hommes, de femmes qui sont des héros, réellement. Ce que l'on ne doit jamais oublier, c'est que ce régime-là est vraiment un régime brutal, est vraiment un régime qui fait tout pour mettre KO debout, tout ce qui peut s'opposer à eux. Et quand on a des gens qui résistent depuis 40 ans, malgré les emprisonnements, malgré les tortures, malgré les privations, ces gens-là, on peut les considérer comme des héros. Ils sont à terre et pourtant, ils ont toujours la tête levée et ils continuent à dire non. Juste pour ça, ce sont des héros. Par la suite, ce qui a pu se passer, c'est qu'il y a eu, effectivement, et là je vous rejoins, différentes coalitions qui, à chaque fois, ont éclaté. Éclaté par quelques petites dissensions internes, et éclaté surtout par le rôle que ce gouvernement n'a jamais cessé de jouer pour, un, les diviser, deux, rester le seul interlocuteur valable au niveau de ces chancelleries occidentales. Là, ce qu'on est en train de faire avec cette charte-là, c'est justement aussi de dire à ces chancelleries que la relève est là, que la relève est prête et qu'elle est solide. Et qu'elle est crédible. Alors, merci de toutes ces informations et que je prends tout à fait au sérieux. Maintenant, comment fonctionne la charte de transition? Parce que ça a l'air d'être, pour l'extérieur, une nébuleuse. On ne sait pas du tout comment ça marche, on ne sait pas du tout comment vous réunissez, comment vous fonctionnez. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu, sans trahir de secret? Non, aucun secret. Surtout que au tout départ, ce qu'on a voulu faire, c'est nous présenter, bien entendu, aux Djiboutiens, mais de façon transparente. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on tient régulièrement, une fois, 2 fois par semaine, des réunions Zoom, avec les différents intervenants. Par la suite, comment commencer, et ça me fait plaisir, comment commencer à s'agrandir énormément, c'est là où on a pensé à créer des commissions de travail. Chaque commission étant en charge d'un sujet bien précis. Il y a la commission de la défense, par exemple. Il y a la commission de la communication, une commission aussi des affaires étrangères, et j'en passe. Donc, on subdivise ce travail. Oui. Chacun présente, tout en respectant bien entendu la charte, parce que là, on est entré dans dans notre deuxième phase, à savoir que, bon, la charte, une fois que l'on arrivera à renverser ce pouvoir, la charte réellement pourra s'appliquer. Oui. On a décidé collectivement et collégialement que la période de transition durera 2 ans. Pendant ces 2 ans, bien entendu, il y aura à changer la Constitution. Ça sera le travail d'une équipe d'experts, d'une équipe de constitutionnalistes. Mais il faut aussi, pendant ces 2 ans, donc, appliquer un programme. Quels seront nos objectifs prioritaires? Quels seront les objectifs que l'on doit mettre en priorité? Quel doit être notre compte rendu finalement au bout de 100 jours, au bout de 200 jours, et ainsi de suite. Donc vous avez un programme et des étapes, avec des étapes de 100 jours, 200 jours, etc. Et de suite, pour arriver, si tout se passe bien, et je ne vois pas pourquoi tout ne va pas bien se passer, à ce qu'au bout de ces 2 ans, l'on présente une nouvelle constitution au peuple djiboutien, une nouvelle constitution qui doit être donc mise à référendum.
Une fois Oui. cette constitution adoptée par le peuple, il doit y avoir des élections et maintenant les partis politiques normalement constitués auront à jouer leur rôle et pleinement leur rôle. Pour exprimer leurs idées et Voilà. leurs projets. J'ai noté que le président, celui qui allait mener, je dirais, la charte, ne pourra pas se présenter comme futur président de Djibouti, ce qui est un gage de neutralité pour... il ne gérera pas la transition avec toujours en toile de fond le fait de se faire élire. D'accord, c'est ce qui me paraît très important. Et vous-même, Très important et surtout, c'est le garde-fou. Je veux dire, on est en train de travailler, on commence à se connaître, on espère que d'autres vont venir nous rejoindre. La porte est encore ouverte et ça nous a paru essentiel de mettre ce garde-fou, à savoir que le président de la transition aura justement cette transition. Et croyez-moi, ce sera peut-être le rôle le plus ingrat. Et je ne vois pas qui pourra se charger de ça. Il aura à mettre la fondation. Il n'y a pas encore de candidat désigné ou pressenti? Non, 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 pas encore. Je veux dire, ne mettons pas là, par contre, réellement la charrue avant les bœufs. Bon, mettons je le vais vous programme, poser la question mettons le un peu tout, et par la suite. Alors, vous-même, quel est votre rôle au sein de cette charte de transition? Puisque vous nous dites que chacun a un rôle, vous-même, quel est votre rôle? Vous servez à quoi? Je sers à quoi? Je fais partie de plusieurs commissions. Oui. Il y a deux commissions sur lesquelles j'assiste énormément et je suis en charge de ces commissions-là. D'abord, une sous-commission de contact. C'est moi qui suis chargé avec d'autres bénévoles aussi, d'autres membres, d'aller à la pêche, d'aller essayer de convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus de nous rejoindre, ou même, s'ils ne veulent pas nous rejoindre et signer la charte, d'essayer de travailler avec eux pour accélérer cette chute inévitable du régime. On s'adresse bien entendu aux autres opposants. Bien entendu. Donc vous êtes en charge de deux commissions et vous Voilà. surveillez un peu le travail des commissions. Très Et bien. la deuxième commission, justement, que je préside, c'est celle du suivi, une commission de suivi, et qui donc essaye de voir, au niveau de toutes les autres commissions, juste un droit de regard et non pas d'ingérence, où en sont, où est l'avancement des travaux. D'accord. D'accord. Donc il y a une commission qui est un peu au-dessus et qui n'est que fonctionnelle, mais qui suit l'avancement des travaux de chaque commission. Voilà, absolument. Très bien. Alors, on parlait de transition. Est-ce que vous allez aussi, mais ne me trahissez pas de secret, parce que j'imagine qu'il y a des choses qu'on ne peut pas encore dire, mais est-ce que vous avez déjà mis en place et vous allez mettre en place des mesures pour essayer de mettre un terme à la dictature? Oui, oui, absolument. Et là, il n'y a pas de secret là-dessus. Se préparer est un point. Oui. Mais s'il n'y a pas la chute de cette dictature, évidemment, tout ce travail ne servira à strictement rien. Donc, Exactement. il y a, et c'est le volet le plus important, il y a donc cette recherche incessante d'essayer de voir tous ensemble comment on pourra de façon efficace mettre un terme à cette dictature. Bon, il y a eu plusieurs volets, bien entendu. Il y a le volet à l'intérieur du pays qui est essentiel. C'est pour ça que je vous dis que ceux qui sont encore à Djibouti dans les partis d'opposition et autres, et qui à chaque fois essayent par-ci de faire une petite manifestation, même si elle ne regroupe que 10, 20, 30 personnes, c'est déjà énorme. Maintenant, on va essayer justement de ramener toutes ces forces à travailler ensemble.
Chaque parti faisait son travail de son côté. On va essayer maintenant de mutualiser nos compétences, mutualiser nos forces pour que à Djibouti mettre la pression donc à ce niveau-là. Et par la suite, là, vous le savez aussi, c'est que dans cette charte, on a un des signataires aussi, c'est le FRUD armé. Oui. Et donc là aussi, on va essayer d'entrer en contact, voir, parce que là, c'est une entité assez spéciale, bien entendu. C'est le FRUD armé sur lequel moi, par exemple, je n'ai aucun moyen de pression, bien entendu. Mais voilà, essayer de coordonner maintenant tout ça. Coordonner tout ça pour arriver à une efficacité. Très bien. Vous parlez de Djibouti, vous parlez des opposants à Djibouti, vous avez même dit qu'ils subissaient des harcèlements, incarcération, torture, etc. On a actuellement, récemment, on a eu plusieurs cas d'opposants qui sont maintenant en prison, comme ce blogueur qui était en Éthiopie, Barkat Abdul Wahab. Oui. Est-ce que vous allez essayer d'intervenir aussi au niveau de la commission pour soutenir, je dirais, les pressions sur le gouvernement pour qu'il les libère? Est-ce que la charte de transition, enfin les membres de la charte de transition s'impliquent? S'implique, oui, mais de quelle façon? Bon, là, pour l'instant, je ne pourrai malheureusement pas vous répondre. Le sujet est encore d'actualité. Il est d'actualité, il est d'actualité. Voilà, et la personne est encore en prison. Tout ce que l'on peut faire, c'est pour le moment, je pense, en tout cas moi, de mon point de vue personnel, évidemment, c'est de condamner de la façon la plus radicale ce qui se passe actuellement à Djibouti. Mais je ne peux pas non plus dire tout ce que l'on peut faire ou tout ce que l'on a déjà fait Oui, dans parce ce que je n'ai cadre. pas vu de communiqué ni de communication officielle de la CTD à leur propos. Je n'ai pas vu de condamnation. Que vous me disiez, et je le note qu'à titre personnel, vous condamnez, et j'en suis heureux. Mais je pense que les gens aimeraient bien que la CTD s'implique aussi dans la condamnation et dans l'information des chancelleries, puisqu'elle est en contact avec certaines chancelleries. Bien sûr. Non, pour les chancelleries et autres, mais il y a certaines choses que l'on ne peut pas, malheureusement, Monsieur Charles, dévoiler à ce niveau-là. J'en suis bien conscient. Mais c'est un sujet que l'on suit. Mais c'est un sujet que l'on suit. Et de très près. Bon, eh bien, écoutez, j'ai bien noté tout cela. Personnellement, je vous conseillerais aussi d'avoir au moins quelques gestes pour ces prisonniers politiques, puisque vous avez besoin d'avoir des contacts locaux avec des gens qui se battent pour la démocratie. Donc, il serait normal que la CTD s'implique aussi officiellement. Voilà, mais ça, c'est un conseil personnel. Eh bien, non, mais là, on s'implique. Mais on ne peut pas dire jusqu'où on peut s'impliquer. Bon. Je ne vous demande pas de trahir de secret. C'est pas drôle. Quelque chose de très très important, la CTD est inclusive et la CTD est ouverte. Donc, s'il vous plaît, que vous soyez dans des partis politiques, intellectuels, ouvriers, dites-vous que la CTD, ce qu'on essaye de faire avec la CTD, histoire de paraphraser un tout petit peu l'ancien président Barack Obama, qui avait dit que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Voilà ce qu'on essaye d'instaurer. Cette charte-là, on doit pratiquement la sacraliser. C'est ce qui va nous servir de guide par la suite. Et quel que soit l'homme qui va être en charge du pays, s'il respecte cette charte, je pense que Djibouti commencera à se relever un tout petit peu. Donc, s'il vous plaît, venez nous rejoindre.
On est en train de travailler sur un programme, on est en train de travailler sur la constitution de Djibouti. Ça nous intéresse tous. Alors, s'il vous plaît, si vous avez, même si vous ne voulez pas signer cette charte, rejoignez-nous, donnez-nous votre idée. Qu'est-ce que vous pensez? Ça va être pris en compte, je peux vous l'assurer. Rejoignez-nous et merci beaucoup. Eh bien, merci.